Bonjour à tous. Le cours que nous faisons aujourd'hui est dédié à l'anatomie fonctionnelle et à la biomécanique articulaire du genou. Vous verrez que dans ce cours, je fais largement référence à des conséquences qui touchent à l'arthrose et surtout à la chirurgie prothétique. Le plan que je vous propose est le suivant. Nous ferons des rappels d'anatomie, de fonction du genou, de biomécanique, et puis nous étudierons les applications, comme je vous le disais, essentiellement liées à l'arthrose du genou et la chirurgie prothétique. Et les applications ligamentaires sont traitées par les cours que fait le professeur Mathieu Olivier sur les pathologies méniscales et ligamentaires. Alors, l'anatomie, les surfaces articulaires au niveau du fémur, de la rotule, du tibia et des ménisques. N'oubliez pas que les ménisques jouent leur rôle à part entière dans l'élargissement des surfaces articulaires. C'est pour ça qu'il faut faire tout son possible pour les conserver, et ce le plus longtemps possible, et que ces surfaces articulaires ont des moyens d'union au niveau de la capsule et au niveau des ligaments. Au niveau de la fémur, la trochlée a une berge externe plus large, et au niveau des condyles, le condyle interne est plus étroit et plus long, avec un rayon qui diminue vers l'arrière. Ici, une illustration, vous voyez la berge externe de la trochlée nettement plus large et plus haute qu'au niveau de la berge interne, un condyle interne allongé par rapport au condyle externe. Au niveau du tibia, une cavité glénoïde interne concave et plus étroite, alors qu'au niveau de la cavité glénoïde externe, si elle est concave en médiolatéral, elle est convexe en antéro-postérieur, ce qui explique tout de suite que le compartiment externe soit beaucoup moins stable que le compartiment interne, et que l'on a l'habitude de qualifier le compartiment fémorotibial interne de compartiment de la stabilité, alors que le compartiment fémorotibial externe est qualifié de compartiment de la mobilité. Ici, une illustration sur une coupe des cavités glénoïdes, avec la cavité glénoïde interne, l'externe. Tout de suite, vous voyez l'empreinte des attaches méniscales externes très ramassées, et l'empreinte des attaches méniscales internes beaucoup plus étendue, ce qui explique le fameux OECI, hein, la forme de C pour le ménisque interne, la forme de O pour le ménisque externe, mais bien entendu, vous savez tout cela déjà parfaitement, ainsi que les empreintes des ligaments croisés. Au niveau de la rotule, une facette externe plus large et excavée, une crête mousse qui fait miroir avec la gorge de la trochlée, et une facette interne doublée de l'empreinte interne, illustrée ici avec la crête, la surface articulaire latérale ou externe, et les deux surfaces internes. Les ménisques, je vous disais tout à l'heure, au niveau du ménisque interne, une forme de C pour le compartiment, pour le ménisque interne, et de O pour le ménisque externe, avec une doublure entre guillemets du ligament ménisco-fémoral. Ce qui est important, c'est de savoir que les ménisques non seulement participent à la congruence articulaire, mais aussi qu'ils se déplacent, et c'est d'ailleurs comme cela qu'ils jouent leur rôle dans la congruence articulaire. Et c'est d'ailleurs cette illustration de ce déplacement qui a présidé au dessin, vous savez, de la prothèse à plateau mobile Oxford, avec un ménisque en polyéthylène qui se déplace. Et je vous rappelle que ce déplacement se fait vers l'arrière lors de la flexion et vers l'avant lors de l'extension. Et vous voyez tout de suite que le déplacement du ménisque interne est beaucoup plus faible que le déplacement du ménisque externe, illustrant ce que je vous disais précédemment, de compartiment de la stabilité pour l'interne et de la mobilité pour l'externe.
Les moyens d'union au niveau de la capsule articulaire qui est doublée par les coques condyliennes en arrière, les ailerons rotuliens, le ligament ménisco-rotulien, le tendon rotulien et enfin les expansions des vastes, l'aponévrose et le fascia lata, tout ça qualifié avec les ligaments de partie molle au niveau du genou. Les ligaments, justement, avec un ligament collatéral médial ou ligament latéral interne, du condyle interne à l'extrémité supéro-interne du tibia, un collatéral médial de la tête du péroné jusqu'au condyle externe avec la doublure du biceps fémoral, un ligament croisé antérieur dont on a vu l'empreinte tibiale et qu'il s'étire jusqu'à la face intercondylienne du condyle externe, et un ligament croisé postérieur qui part de la surface rétrospinale, celle, vous savez, où on positionne l'écarteur contre-coudé lors de la mise en place d'une prothèse de genou qui ne conserve pas le croisé postérieur et qui va jusqu'à la partie postéro-supérieure euh, donc du tibia et le complexe poplité. Ici, une illustration du plan interne avec le ligament collatéral médial et la doublure au niveau du demi-membraneux, et ici le ligament ménisco-rotulien, bien entendu l'appareil extenseur avec quadriceps, tendon rotulien et le point d'ancrage que constitue la rotule. Au niveau externe, le ligament collatéral latéral ou ligament latéral externe jusqu'à la tête du péroné avec le tendon du biceps et ici le ligament méniscal au niveau de la partie externe, toujours pareil, le tendon rotulien, l'aileron rotulien externe, c'est celui qu'on est amené souvent à reliser lors de la mise en place d'une prothèse du genou, lorsque le tracking fémoro-patellaire n'est pas optimal et surtout lorsqu'il y a eu différents gestes entraînant une fibrose à ce niveau-là. Une coupe illustrant le trajet du ligament croisé antérieur avec la forme du ménisque interne dont on a parlé tout à l'heure et de la même manière le trajet du ligament croisé postérieur avec le ligament ménisco-fémoral et la forme du ménisque externe. Une notion de cinétique. Les condyles ont des rayons de courbure antérieurs et postérieurs, et c'est d'ailleurs toute la question de quand on dessine une prothèse de genou. Faut-il une prothèse à rayon de courbure unique ou bien une prothèse à deux rayons de courbure avec un glissement progressif de la courbure antérieure à la courbure postérieure. La forme du condyle externe permet une course plus grande et donc le fameux screw-on mécanisme, la rotation automatique lorsqu'on passe de la flexion à l'extension. Et c'est donc une combinaison de mouvements de roulement et de glissement. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier cette cinétique? Eh bien, on peut utiliser la Six Degree of Freedom, donc l'appareil à 6 degrés de liberté de l'université d'Oxford. C'est ce que j'ai pu faire pendant l'année où j'ai passé là-bas, alternant mon temps entre le Nuffield orthopédique et l'université. Et vous voyez, on reliait des genoux de cadavres à l'ordinateur et l'ordinateur nous donnait exactement le déplacement condylo-tibial sur lequel on pouvait appliquer toutes les forces que rencontre normalement un genou. Alors, en 20 ans, les possibilités de recherche ont évolué. Voilà maintenant ce qu'on utilise, cet appareil KUKA qui reproduit de manière en quelque sorte électronique la pression. Nous, on mettait des poids et les 6 degrés de liberté. Et puis en plus, ensuite, on peut mesurer les forces qui s'appliquent directement au genou. C'est en particulier cet appareil KUKA qui nous a permis de dessiner la forme des prothèses de genoux Persona que l'on utilise à l'heure actuelle.
Une illustration ici sur votre gauche du point de déplacement fémorotibial interne ou médial, vous voyez qui est limité, alors que de l'autre côté, le point de déplacement du point de contact fémorotibial externe est beaucoup plus important, illustrant une fois de plus ce compartiment de la mobilité pour le compartiment externe. Ici, c'est encore plus démonstratif et c'est pour ça qu'on dit souvent que le genou tourne autour d'un pivot que constitue le point, le compartiment fémorotibial interne. Il y a d'ailleurs une prothèse qui s'appelle la prothèse médial pivot qui donc porte bien son nom, essayant de reproduire ce mouvement de cinétique fixé autour du point central que constitue le compartiment fémorotibial interne. Vous voyez que ce point de déplacement est beaucoup plus important du côté externe, comme on vient de le dire, que du côté interne, hein, si on compare sur l'importance en millimètres, et que lorsqu'on passe de -5 ou quasiment 0 jusqu'à 120, eh bien, ce déplacement du point de contact fémorotibial se fait donc vers l'arrière. Et c'est toute la difficulté de reproduire cela lorsqu'on met en place une prothèse de genou et d'éviter des mouvements paradoxaux où il y a des glissements intempestifs, et tout mouvement de glissement intempestif, vous imaginez bien, apporte des forces qui ne sont pas propices à la pérennité du polyéthylène et donc risque d'entraîner une usure et donc une ostéolyse et donc un décèlement. Alors, les moyens d'étudier la cinématique du genou, les études cadavériques dont je vous ai parlé, les études en laboratoire de marche. Nous avons la chance à Marseille de disposer de 2 laboratoires de marche avec lesquels nous travaillons. Un en partenariat avec nos collègues du pôle de médecine physique et de réadaptation, et un autre en partenariat avec nos collègues de chirurgie orthopédique infantile. Et enfin, il y a la fluoroscopie à laquelle nous sommes particulièrement intéressés dans notre institut du mouvement, l'appareil locomoteur. La fluoroscopie a des avantages, ça permet d'étudier in vivo. Je vais revenir en arrière, c'est passé un peu vite. Voilà, ça permet d'étudier in vivo, de faire des activités en charge et de faire une analyse immédiate en cinématique, et surtout de passer de la 2D que vous donne la fluoroscopie à la 3D permise par les possibilités données par l'ordinateur. Donc en pratique, on demande à un sujet soit d'effectuer une flexion complète du genou. On peut donc étudier la cinématique de l'extension jusqu'à la flexion, où on peut lui demander de marcher. On utilise donc la cinématique lors de la marche, de la même manière, d'étudier les mouvements du genou et d'étudier les contraintes qu'ils peuvent exercer, que ce soit sur un genou normal ou un genou prothétique. Voilà ici une fluoroscopie d'un genou normal avec le point de départ fémorotibial en avant en extension, et ce point de départ et ce point de contact qui se déplace vers l'arrière en extension. Et quand on passe de la 2D à la 3D, voilà ce que l'on obtient avec ce mouvement de rotation, puisque vous voyez que les condyles étaient alignés, puis à la fin ils ne le sont plus puisqu'il y a un mouvement de rotation interne automatique. Alors, comment est contrôlée cette flexion-extension avec des éléments passifs que sont les ligaments croisés? C'est pour ça qu'une prothèse unicompartimentale qui conserve les ligaments croisés, eh bien, a priori, vous n'avez pas à vous soucier de la restauration de ce mouvement, de ce rollback, donc ce roulement vers l'arrière du fémur sur le tibia, alors que dès que l'on touche à ces ligaments croisés, eh bien, toute la difficulté est que le dessin de la prothèse et aussi la qualité d'implantation de la prothèse restaure de manière optimale ce mouvement de rollback lorsqu'on passe de l'extension à la flexion. Deuxième élément de contrôle, un élément actif, qui est l'appareil extenseur, donc tendon quadricipital, rotule et tendon rotulier. La rotation automatique dont je vous ai parlé, rotation interne lors de la flexion, et puis les muscles rotateurs qui jouent leur rôle, avec un contrôle passif au niveau de cette rotation par les ligaments latéraux et les croisés, et un contrôle actif par l'appareil extenseur.
Ici, l'illustration de la différence d'axe, donc de rotation entre fémur et tibia lorsqu'on passe de l'extension à la flexion, illustrant la rotation interne automatique et obligatoire, ce que nos amis anglo-saxons appellent le screw-home mechanism. Alors, on a parlé de mouvement, il faut aussi parler de contrainte, puisque c'est cela qui va soit pérenniser j'allais dire, la viabilité de votre cartilage ou bien l'user prématurément, entraîner l'arthrose. Et c'est aussi, après implantation prothétique, qui peut entraîner un fonctionnement soit normal, soit une usure prématurée du polyéthylène d'une prothèse de genou. Il y a donc cette fameuse force R qui est la force de résultante sur la fémorotibiale et c'est celle-là qui va entraîner tout ce dont je viens de vous parler précédemment. Et bien entendu, parler des notions d'axe anatomique et d'axe mécanique, puisque ce n'est pas exactement la même chose au niveau du fémur et au niveau du tibia. Donc, l'importance pour étudier les axes de bénéficier de clichés en charge et en totalité des membres inférieurs afin de savoir ce qui se passe. On en a déjà parlé dans le cours sur la chirurgie prothétique du genou. Au niveau des axes et voir quelle est l'origine de la déformation éventuelle que vous avez à traiter. Donc la notion d'axe au niveau du tibia, l'axe mécanique est confondu avec l'axe anatomique, alors qu'au niveau du fémur, eh bien, il y a un angle entre l'axe anatomique et l'axe mécanique, cet angle qui est généralement autour de 6 degrés, mais que je vous invite à calculer chaque fois que vous mettez une prothèse de genou lors de la planification préopératoire. Ça vous permettra de le reproduire au niveau de la coupe distale fémorale, de manière à ce que vos surfaces articulaires, donc prothétiques, tibiales et fémorales distales, soient parallèles. La fameuse force de résultante R dont je vous parlais, donc quand tout va bien, elle passe au milieu. Quand il y a un génuvarum, eh bien, elle risque de passer en dedans avec le hauband externe que constitue le fascia. C'est pour ça que souvent dans les varus, les patients ont mal en dedans parce qu'il y a une contrainte fémorotibiale, un cartilage qui est usé, mais aussi il y a une tension sur le hauband externe qui entraîne des douleurs externes. Là, on a parlé de la fémorotibiale, il faut également parler de la fémoropatellaire avec une force de plaquage de la rotule qui s'oppose à la fermeture de l'angle fémoropatellaire, une force d'extension qui en particulier après 60 degrés joue un rôle pour s'opposer à la fuite antérieure du tibia et contribuer à la stabilité antéro-postérieure du genou, et enfin la force de coaptation fémorotibiale. Vous voyez que l'action du quadriceps dépend aussi de la flexion du genou et que le moment vous savez que chaque muscle a un moment qui dépend de sa force et aussi de la direction des points d'ancrage des muscles, et bien que la force, le moment d'extension du quadriceps, pour le moment d'extension du quadriceps, le pic est atteint au début de la flexion. C'est pour ça que dans les prothèses du genou, vous entendez parler de temps en temps de mid-flexion. Ça arrive quand le patient, par exemple, se lève, passe de la position assise à la position debout ou l'inverse. Et à ce moment-là, il est important que ce pic d'extension soit important et souvent, il est obligé de céder avec les bras si le mouvement du quadriceps n'est pas restauré. Ici, vous avez une illustration pour que le rollback dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le roulement vers l'arrière du condyle sur le tibia et que le moment normal du quadriceps donne toute la puissance aux muscles, eh bien, il faut que le moment du quadriceps soit restauré. Quand c'est le cas, vous voyez en normal, il y a une parfaite position du tronc par rapport aux membres inférieurs,
Mais lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, le sujet est obligé de se pencher vers l'avant. Un bon exemple après une prothèse du genou, si vous ne restaurez pas correctement l'espace antéro-postérieur au niveau du fémur et donc au niveau de la fémoro-patellaire, eh bien, le moment quadricipital peut être altéré et vous pouvez avoir un déficit de l'appareil extenseur, comme vous pouvez l'avoir aussi dans le plan horizontal si la rotule n'a pas un bon tracking dans votre trochlée prothétique. Alors, les contraintes fémoro-patellaires, justement, donc dans le plan sagittal, la force FP dont on a parlé tout à l'heure de plaquage augmente avec la flexion. Dans le plan frontal, il y a ce fameux angle Q qui est un peu plus prononcé chez la femme que chez l'homme. Et le plan horizontal, le quadriceps a une force luxante en dehors qui explique les symptomatologies fémoro-patellaires. Et avec toutes les phénomènes d'instabilité rotulienne, avec la tendance à essayer de restaurer ou parfois de modifier cet angle Q. Par exemple, dans les prothèses dites gender ou les prothèses narrow que nous utilisons, il y a un condyle fémoral qui est plus étroit pour la même taille antéro-postérieure, mais avec un angle Q un peu plus prononcé, ce qui permet d'adapter le tracking de la rotule a une force éventuellement qui pousse un peu plus vers la partie latérale. Pardon. La stabilité du genou, le contrôle en flexion assuré par l'appareil extenseur, le contrôle en varus valgus assuré par les formations ligamentaires périphériques, que vous devez tester, je vous le rappelle, pas en extension complète, parce que la capsule dont on a parlé tout à l'heure peut pallier à une éventuelle déficit, mais plutôt à 20 degrés, ce qui va relâcher la capsule, et le contrôle des rotations, assuré par le pivot central pour la rotation interne et ligamentaire périphérique, le poplité, le quadriceps sur la rotation externe. C'est pour ça que nous sommes toujours un peu frileux dans les libérations sur génu-valgum lors de la mise en place d'une prothèse du genou pour aller reliser complètement le poplité parce que c'est un excellent stabilisateur en rotation. L'application ligamentaire au niveau de la stabilité du genou, eh bien, vous savez que la position classique d'instabilité, c'est le mouvement de flexion, valgus, rotation externe, typiquement l'ailier au rugby qui est plaqué avec un pied au sol bloqué en rotation externe et un valgus qui s'exerce sur son genou. De même, la flexion varus, rotation interne. Au-delà de 45 degrés, l'importance d'un équilibre au quadriceps et ischio-jambier. C'est d'ailleurs ce que est demandé à nos patients en chirurgie ligamentaire de travailler, cet équilibre quadriceps et ischio-jambier et tenir compte avant ces 45 degrés de la contrainte subluxante antérieure que peut donner le quadriceps. Alors les applications, la première application à l'arthrose, mais les conséquences, c'est le ménisque qui s'use en premier avec des éléments de type méniscose, puis au niveau cartilagineux plutôt qu'osseux d'ailleurs avec pincement, des ostéophytes et puis ensuite cette fois au niveau osseux des géodes, entraînant une instabilité, non pas ligamentaire, mais instabilité osseuse ou cartilagineuse. Et au niveau ligamentaire, une distension de la convexité, une rétraction de la concavité. Typiquement, dans un génuvarum, il y a souvent des formations internes qu'il faut reliser pour obtenir un espace rectangulaire, alors qu'elles sont détendues dans un génuvalgum. Et toute la difficulté est d'assurer une bonne tension de ces formations internes dans les valgus. Une lésion du ligament croisé antérieur par ostéophytose, avec un ostéophyte au niveau de l'échancrure qui peut donner un effet casse-noisette et entraîner une instabilité ligamentaire par atteinte du croisé antérieur.
Une autre application à l'arthrose, professeur Olivier vous en parlera puisque vous aurez un enseignement dédié au niveau des ostéotomies. C'est important sur votre cliché en télémétrie d'évaluer également la direction de votre interligne avec dans les génuvaromes, quand vous avez une origine tibiale, c'est souvent le cas quand il y a un interligne horizontal, alors que c'est le contraire au niveau d'une origine fémorale. Et dans le valgus, l'origine fémorale avec un interligne qui est oblique en bas et en dedans, alors que c'est le contraire quand il y a une origine tibiale. L'importance de la correction, là aussi, le professeur Olivier vous en parlera, avec, avant dans les varus, on faisait des grandes hypercorrections, maintenant on est revenu à des hypercorrections beaucoup plus modérées. Typiquement ici dans un génuvarum avec une origine tibiale et donc un interligne horizontal qui nécessitera dans ce cas-là une ostéotomie que l'on a fait longtemps par des ostéotomies de fermeture externe, ici illustrée, et que l'on a tendance maintenant à faire de manière systématique par des additions internes, surtout grâce aux nouvelles techniques que nous permettent les guides de coupe sur mesure qui nous permettent de reproduire exactement en péropératoire la planification que nous avions décidée en préopératoire. Au niveau du valgus avec, quand on a un interligne oblique en bas et en dedans, une origine plutôt fémorale, donc corrigée ici comme nous l'avions fait par une ostéotomie fémorale. Et en l'occurrence, à l'époque, comme il y avait une usure que nous pensions évoluer, nous l'avons associé à une prothèse unicompartimentale latérale. Alors l'application au niveau des prothèses, voilà les notions qui sont importantes, les notions de fixation, là on est au niveau de l'interface os-prothèse et donc des risques éventuels de décèlement. Les notions de congruence, là on est au niveau de l'interface entre les pièces prothétiques, et en particulier entre le fémur et le polyéthylène du tibia, des notions de mobilité, mais aussi des notions de stabilité. Les différentes prothèses à votre disposition et des prothèses unicompartimentales, qu'elles soient fémorotibiales ou fémoropatellaires, des prothèses à glissement qui conservent ou non le ligament croisé postérieur, et quand ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on appelle les prothèses postérostabilisées, et des prothèses plus contraintes, prothèses dites CCK, Condylar Constraint Knee, certaines prothèses à pivot, et enfin les prothèses dites charnières qui sont la plupart du temps maintenant des charnières rotatoires. Alors, nous avons beaucoup travaillé en fluoroscopie, comme je l'ai montré tout à l'heure, entre le service à Sainte-Marguerite et l'équipe de Rick Comistek, qui était d'abord à Denver au Colorado et qui est maintenant à Knoxville dans l'université du Tennessee avec les ingénieurs américains venant faire des fluoros de nos patients, ici après une prothèse unicompartimentale interne. Et vous voyez que quand on passe de l'extension à la flexion, il y a une translation minime du point de fémorotibial. Donc ça, c'est un véritable patient. On a fait une fluoro et ensuite on est passé de la 2D à 3D puisque les ingénieurs connaissaient parfaitement la taille et la forme des implants. A contrario, pour un patient avec une prothèse unicompartimentale externe, vous voyez que le déplacement est beaucoup plus ample avec un déplacement du point de contact fémorotibial important de l'extension à la flexion. Une troisième notion, c'est la rotation axiale, puisque pour que la congruence soit respectée, eh bien, il faut que le plus longtemps possible, de l'extension à la flexion, les pièces prothétiques soient alignées, parce que si ce n'est pas le cas et qu'il y a une erreur en rotation, il peut y avoir ce qu'on appelle un edge loading en anglais, c'est-à-dire un appui sur le bord du polyéthylène et donc une usure prématurée de celui-ci. Quand on dessine une prothèse très compartimentale de genou, voilà les notions qui sont importantes, les notions de stabilité, de congruence. Plus vous augmentez la congruence, plus vous augmentez la surface articulaire,
plus vous diminuez la pression et vous diminuez donc le risque d'usure du polyéthylène. Par contre, plus cette congruence est augmentée, plus les forces sont transmises à l'interface entre la pièce osseuse et entre la pièce prothétique et l'os, et donc plus on augmente les risques de décèlement. A contrario, moins la congruence est importante, moins on augmente la stabilité. Par contre, on va diminuer la pression et donc diminuer l'usure du polyéthylène. Donc, tout est dans le compromis entre ces différentes notions pour dessiner la prothèse idéale. Les gens qui sont un peu à l'origine des prothèses de genoux modernes étaient pendant longtemps tous à l'Hospital for Special Surgery à New York avec Peter Walker, un ingénieur que moi j'ai connu personnellement alors qu'il était, puisqu'il est anglais, il était encore dans la banlieue de Londres, Royal Stanmore. Aussi un chirurgien anglais, John Insull, mais qui a fait toute sa carrière ensuite aux États-Unis, et Chit Ranawat. Donc je dirais qu'à eux trois, ils ont présidé à beaucoup de dessins prothétiques, que ce soit la lignée des prothèses Zimmer ou la lignée des prothèses de Pew, et que c'est important d'avoir les notions de préservation ou non du ligament croisé postérieur pour le dessin de ces prothèses, donc 30 ans après, j'ai eu la chance de donner la guest lecture de l'hôpital for Special Surgery pour parler cette fois des unis compartimentales, parce qu'à contrario, si les Américains ont été plus avancés sur les prothèses de genoux très compartimentales à glissement, beaucoup d'idées venaient de l'Europe pour les prothèses unicompartimentales. C'est important aussi d'avoir une sorte de société des centres de chirurgie orthopédique internationale. Et vous voyez qu'il y a l'hôpital for Special Surgery, que l'Institut du mouvement et l'appareil locomoteur fait partie des 21 centres de cette société internationale, ce qui est toujours intéressant pour les échanges, que ce soit en termes de recherche, mais aussi en termes de soins. Stabilité des seins prothétiques, donc pour les prothèses qui conservent le ligament croisé postérieur. Pourquoi? Parce que le LCP a un rôle stabilisateur, il s'oppose au tiroir postérieur et il constitue également un frein en varus valgus. Les surfaces planes représentent un risque d'usure, comme on vient d'en parler. Importance de l'espace en flexion. Lorsque vous vérifiez vos espaces, cet espace en flexion va conditionner la stabilité de votre prothèse du genou, et cette stabilité en flexion peut être favorisée par un relèvement de la lèvre tibiale postérieure dans ces prothèses qui conservent le ligament croisé. Par contre, tout va dépendre de la restauration de la bonne tension du ligament croisé postérieur, et vous voyez que certains auteurs ont proposé une section de ce croisé postérieur pour faciliter les gestes d'équilibrage ligamentaire, et donc quand vous le sectionnez, eh bien, on passe à des prothèses qui substituent le ligament croisé postérieur. D'autres auteurs ont proposé une libération partielle, une sorte de release si la tension est excessive. Mais par contre, d'autres, comme ceux de la Mayo Clinic, Marc Pagnano, ont mis en avant le risque de rupture secondaire et donc d'instabilité en flexion. En fait, toute la difficulté, elle est illustrée par cette fluoro. Quand il y a un croisé postérieur qui est trop lâche, eh bien, il y a des mouvements paradoxaux. Et ces mouvements de glissement paradoxaux peuvent entraîner une usure du polyéthylène. Par contre, quand il est trop tendu, toutes les forces se consacrent sur un seul point. Et là aussi, on diminue la surface de contact. Et là aussi, il y a un risque d'usure du polyéthylène. Donc, la restauration de la tension du croisé postérieur est importante. Si l'on décide de sacrifier le croisé postérieur, eh bien, il faut stabiliser en antéro-postérieur la prothèse. Soit on utilise un plateau ultra-congruent avec un relèvement de la lèvre tibiale antérieure. Un troisième condyle, ce qui était à l'origine de la prothèse de nos amis lyonnais, la prothèse HLS, ou
bien un système cam-fémoral et plot-tibial. C'est ce qui est le plus utilisé, c'est ce que nous utilisons couramment dans le service, des prothèses postéro-stabilisées avec le dessin de la prothèse qui assure les mouvements de roulement de l'arrière vers l'avant, et tout va dépendre donc du dessin de la came et du plot prothétique et aussi de la hauteur de ce plot prothétique quant à la stabilité de la prothèse. Les éléments musculo-ligamentaires importants lors de la technique chirurgicale, ça aussi vous le retrouverez dans le cours sur les principes de la PTG, le plan collatéral médial ou ligamentaire interne, le plan collatéral latéral, ligamentaire externe, le LCP, donc le ligament croisé postérieur dont on vient de parler, et enfin l'appareil extenseur. Cet appareil extenseur joue un rôle dans la stabilité antéro-postérieure, et vous savez que si cet appareil extenseur est déficient, eh bien le patient va avoir de grandes difficultés, en particulier lors de la marche en descente ou de la descente des escaliers, et c'est d'autant plus important s'il n'y a pas de croisée postérieure. Donc, lors de la mise en place de votre prothèse tricompartimentale de genou, il faudra vérifier vos espaces avec des écarts qui doivent être égaux entre la flexion et l'extension, mais aussi des écarts qui doivent être symétriques entre le compartiment médial et le compartiment latéral. Et là aussi, c'est quelque chose que vous devez vérifier, soit au moment de vos espaceurs, soit au moment de vos implants d'essai, et de vérifier l'orientation de vos pièces osseuses et la tension de vos parties molles. Le risque étant celui-là, une instabilité de votre prothèse du genou, et je vous rappelle qu'après l'infection, l'instabilité est la première cause d'échec des prothèses tricompartimentales de genou. Donc ça, c'est un patient que nous avions étudié en fluoroscopie avec l'équipe de Rick Comistek, et vous voyez ce qui se passe chaque fois au niveau de la marche. Alors ça peut être plus ou moins ressenti par le patient, mais c'est par contre bien ressenti par le polyéthylène chaque fois qu'il y a cet appui et ce pic d'appui avec une usure prématurée. En conclusion, je vous invite à considérer le genou avec trois notions: la notion de compartiment, la notion de ligament et la notion d'axe. Considérez que le genou présente trois compartiments: fémorotibial médial, fémorotibial latéral et fémoropatellaire, et que si vous êtes amené à les analyser, voire à les remplacer, eh bien vous pouvez le faire de manière séparée sur chacun d'entre eux. Un appareil capsulo-ménisco-ligamentaire dont on a parlé, qui va assurer la stabilité, contribuer fortement à la stabilité de votre genou, et des axes qui doivent être restaurés, avec idéalement un axe passant par centre de la tête fémorale, milieu du genou et milieu de la cheville. Tout cela pour restaurer une cinétique globale de votre membre inférieur. Et je vous rappelle qu'en particulier, après la mise en place d'une prothèse de genou, les conditions qui vont présider au succès de cette arthroplastie sont la mobilité de votre genou, la stabilité de celui-ci, et enfin un genou axé. Je vous remercie pour votre attention.